Tikenja, tu es vieux mais tu n'es pas intelligent. Tu as barbe blanche mais tu n'es pas sage. Allez dire à Tikenja que nous, cette nouvelle génération-là, on lui dit, s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à la fermer. Il y a des moments dans une vie où l'on choisit son camp. Pas par intérêt, pas par calcul, mais par conviction profonde, parfois dans quelque chose de plus grand que soi. Tikenja Fakoly a vécu ce moment-là. Et aujourd'hui, il en parle avec une franchise désarmante, celle d'un homme qui n'a rien à cacher parce qu'il n'a jamais rien eu à vendre. Tikenja Fakoly, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, n'est pas un artiste ordinaire. C'est une voix qui traverse les frontières, qui résonne dans les rues de Abidjan comme dans les ruelles de Bamako, dans les marchés de Ouagadougou comme dans les salles de concert de Paris. 30 ans de carrière, 30 ans à chanter pour les sans-voix, à dénoncer les injustices, à pointer du doigt les puissants quand tout le monde regardait ailleurs. Le reggae, pour lui, ce n'est pas un style musical, c'est une philosophie, c'est un engagement, c'est une manière d'être au monde. Alors quand les militaires sont arrivés au pouvoir, au Mali d'abord, puis au Burkina Faso, puis au Niger, Tikenja Fakoly a regardé. Il a observé. Et ce qu'il a vu, au début, lui a semblé porteur d'espoir. Des jeunes officiers qui se levaient contre des régimes corrompus, contre des présidents qui s'accrochaient au pouvoir, contre une classe politique qui avait depuis longtemps perdu le contact avec les réalités du peuple. Il y avait dans ces coups d'État quelque chose qui ressemblait, de loin, à une révolte légitime, une colère compréhensible, un ras-le-bol collectif qui cherchait une issue, événement depuis son studio ou depuis les hauteurs d'une carrière bien établie. Non, il a bougé, il s'est déplacé, il a fait le voyage. Il est allé rendre visite au président Traoré en personne. Pas comme un courtisan, pas comme quelqu'un qui cherche une faveur ou une reconnaissance, des vidéos de soutien. Lui, Tikenja Fakoly, qui avait passé sa vie entière à chanter contre les abus de pouvoir, prenait publiquement position pour ces nouvelles transitions. Pourquoi ? La réponse est simple, et il la donne lui-même avec une honnêteté totale. Il croyait à une promesse. Pas une promesse écrite dans un contrat, pas une promesse jurée devant les caméras, mais une promesse implicite, celle que tout le monde semblait comprendre à l'époque. Ces militaires allaient prendre le pouvoir temporairement. Ils allaient stabiliser leurs pays respectifs. Ils allaient organiser des élections. Et ensuite, ils allaient rendre le pouvoir au peuple. Le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien allaient enfin choisir librement leurs dirigeants. C'était ça le deal. C'était ça la promesse. Et lui, Tikenja Fakoly, il avait décidé d'y croire. Parce que c'est ça, au fond, la cohérence d'un homme comme lui. Il n'est pas anti-militaire par principe. Il n'est pas pro-démocratie par mode ou par conformisme occidental. Il est pour le peuple. Toujours pour le peuple. Et si des militaires pouvaient, dans un moment de crise, servir de pont vers un avenir meilleur pour les peuples du Sahel, alors pourquoi pas ? Pourquoi ne pas leur donner une chance ? Pourquoi ne pas tendre la main plutôt que de se mettre immédiatement en opposition ? C'est cet homme-là. Un homme de conviction, certes, mais aussi un homme de nuance, capable de faire la différence entre un principe absolu et une réalité complexe. Un homme qui comprend que l'Afrique de l'Ouest n'a pas le luxe des certitudes simples, que les situations sur le terrain ne se laissent pas réduire à des slogans, que parfois, il faut accepter de naviguer dans les eaux troubles pour espérer atteindre un rivage plus stable. Voilà qui était Tikenja Fakoly au début de cette histoire. Un homme qui y croyait, pleinement, sincèrement, sans arrière-pensée. Et c'est précisément parce qu'il y croyait que ce qui allait suivre allait lui coûter si cher. Il y a un instant précis où une illusion s'effondre. Pas progressivement, pas doucement, brutalement, comme une vitre qui cède sous un coup sec. Pour Tikenja Fakoly, cet instant a un visage. Il a une image. Celle d'une salle fermée,
quelque part dans le Sahel, où 300, peut-être 400 personnes se sont réunies. Pas le peuple, pas les citoyens, pas les millions de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui vivent, travaillent, souffrent et espèrent chaque jour. Non. 300 personnes. Choisies. Triées. Et ces 300 personnes ont pris une décision qui concerne des dizaines de millions d'âmes. Les présidents de la transition resteront, forts, par des voix comme la sienne, par des citoyens qui avaient dit non, clairement, fermement, au nom de la démocratie et de l'alternance. On ne peut pas gouverner indéfiniment. On ne peut pas confisquer le destin d'un peuple. C'était le principe. C'était la ligne. Infranchissable. Et aujourd'hui, la même logique qui condamnait Ouattara devrait absoudre Goïta, Traoré et Tiani. La même bouche qui criait non au 4e mandat devrait se taire face à des hommes qui n'ont même pas eu un premier mandat élu. Tikenja Fakoly pose la question. Et elle est dévastatrice dans sa simplicité. Parce qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Il n'y a que le silence gêné de ceux qui ont décidé que leur héros du moment avait le droit de faire ce qu'il condamnait chez les autres. 2 poids, 2 mesures, et une hypocrisie collective que lui refuse d'avaler. Mais il y a plus. Parce que la trahison ne s'arrête pas à cette salle des 300. Elle se prolonge dans la construction même de ce qu'on appelle désormais. Il rit parce que s'il ne riait pas, il pleurerait. Et les larmes, ça ne correspond pas au personnage. Mais derrière ce rire, il faut entendre ce qu'il y a vraiment. Il y a l'incompréhension profonde d'un homme qui réalise jusqu'où peut aller la manipulation des esprits quand elle est bien organisée. Parce que cette accusation n'est pas spontanée. Elle n'est pas le fruit d'une colère populaire authentique et désorganisée. Elle fait partie d'un mécanisme rodé, d'une mécanique bien huilée, qui consiste à disqualifier toute voix critique en la rattachant à un ennemi extérieur. Vous n'êtes pas d'accord avec les militaires ? Vous êtes un traître. Vous osez questionner les décisions de la transition ? Vous êtes à la solde de l'Occident. Vous posez des questions sur les droits humains ? Vous êtes l'instrument de puissances étrangères qui veulent déstabiliser le Sahel. C'est un système. Et ce système est efficace parce qu'il court-circuite le débat avant même qu'il commence. Il ne répond pas aux arguments, il neutralise celui qui les porte. Pourquoi démontrer que Tikenja Fakoly a tort quand il est tellement plus simple de dire que Tikenja Fakoly est corrompu ? Pourquoi engager une discussion sur la liberté d'expression, sur les mandats, sur les élections, quand il suffit de coller une étiquette pour que les fans se retournent contre leur propre artiste ? Et c'est là que réside peut-être la partie la plus douloureuse de cette histoire. Parce que les attaques ne viennent pas uniquement d'inconnus, de trolls anonymes, de comptes créés pour l'occasion. Elles viennent aussi de ses fans. De gens qui l'ont écouté pendant des années. De gens qui ont chanté ses chansons, qui ont porté ses messages, qui se sont reconnus dans ses paroles. Ces mêmes gens se retournent contre lui aujourd'hui parce qu'il n'a pas voulu jouer le rôle qu'on attendait de lui. Le griot du régime. Le chantre de la révolution militaire. La caution culturelle d'un pouvoir qui cherche à habiller son autoritarisme des couleurs du panafricanisme. Tikenja Fakoly dit non. Je fais du reggae. Et le reggae n'appartient à personne. Le reggae n'est pas la propriété d'un gouvernement, d'un général, d'une alliance politique. Le reggae, depuis ses origines jamaïcaines jusqu'à ses déclinaisons africaines, a toujours été du côté des opprimés, jamais du côté des oppresseurs. Peu importe que ces oppresseurs se réclament de la révolution, de la souveraineté ou du panafricanisme. Les mots ne changent pas la réalité des actes. Et quand des journalistes sont emprisonnés, quand des syndicalistes fuient, quand des citoyens disparaissent parce qu'ils ont osé parler, peu importe sous quel drapeau tout cela se fait, c'est de l'oppression. Et lui, il ne chantera jamais pour l'oppression.
30 ans. C'est le temps qu'il a mis à construire cette cohérence. 30 ans de liberté, de justice, d'égalité, chantés aux 4 coins du monde. 30 ans pendant lesquels il n'a jamais changé de camp parce qu'il n'a jamais eu de camp. Il n'a eu qu'une boussole. Le peuple. Toujours le peuple. Et aujourd'hui, cette boussole lui indique la même direction qu'elle a toujours indiquée. Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Parler quand les autres se taisent. Payer le prix de la vérité quand le mensonge est plus confortable et plus rentable. Alors oui, il est attaqué. Oui, on l'accuse. Oui, certains de ceux qu'il aimait se sont transformés en adversaires. Mais il y a une chose que personne ne peut lui prendre. Sa voix. Et tant qu'il aura cette voix, il s'en servira. Pas pour plaire, pas pour se protéger, mais pour dire ce qui doit être dit, quand cela doit être dit, aussi fort que cela doit être dit. Le prix de la parole est élevé. Tikenja Fakoly l'a accepté. Il y a des images qui résument tout. Des images qui n'ont pas besoin de longs discours, de grandes théories, de constructions intellectuelles sophistiquées pour dire l'essentiel. Des images brutes, nues, qui frappent directement là où ça fait mal, là où la conscience humaine ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Tikenja Fakoly en a une. Elle est simple, elle est terrible. Un homme, 70 ans, ancien ministre des Affaires étrangères, une vie entière au service de son pays, une carrière construite dans les arcanes de la diplomatie, dans les couloirs des négociations internationales, dans les salles où se décide le destin des nations. Et cet homme-là, à 70 ans, a été envoyé à Kaya, expédié vers le front, vers la zone de guerre, comme une punition, comme un avertissement, comme un message adressé à tous ceux qui seraient tentés de penser différemment. Cet homme s'appelle Guillaume Ouédraogo, et son histoire dit en une seule image ce que des milliers de mots peinent parfois à exprimer. Elle dit que personne n'est à l'abri, que l'âge ne protège pas, que les services rendus ne protègent pas, que l'expérience ne protège pas. Que si vous osez parler, si vous osez questionner, si vous osez exister en dehors des clous que le pouvoir a tracés pour vous, alors vous pouvez vous retrouver, à 70 ans, les pieds dans la poussière rouge d'une zone de conflit que vous n'avez pas choisie. Mais Guillaume Ouédraogo n'est pas seul dans cette histoire. Il n'est qu'une image parmi d'autres. Parmi une accumulation d'images qui dessinent le portrait d'un pays où la liberté d'expression est devenue une denrée dangereuse. Il y a ces journalistes arrêtés. Des hommes et des femmes dont le métier est précisément de poser des questions, de chercher la vérité, de raconter ce qui se passe réellement derrière les communiqués officiels et les discours triomphants. Ces journalistes-là se retrouvent derrière les barreaux, non pas parce qu'ils ont menti, mais parce qu'ils ont dit la vérité. Est-ce que cette lutte, aussi légitime soit-elle, aussi urgente soit-elle, aussi vitale soit-elle pour les populations du Sahel qui vivent sous la menace djihadiste depuis des années, est-ce que cette lutte justifie tout, autorise tout, efface tout? Sa réponse est non. Et il la donne avec une lucidité qui force le respect, même chez ceux qui ne partagent pas toutes ses positions. Il reconnaît la complexité de la guerre. Il reconnaît que les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger font face à un ennemi insaisissable, invisible, qui ne respecte aucune règle, aucune convention, aucune limite humanitaire. Il reconnaît que le terrorisme est une gangrène, qu'il ronge les sociétés de l'intérieur, qu'il est infiniment plus difficile à combattre qu'un ennemi classique en uniforme sur un champ de bataille délimité. Il reconnaît même que les pays les plus puissants du monde,
avec leurs technologies, leurs budgets colossaux, leurs armées surentraînées, ont trébuché face à cette menace. Alors imaginez ce que cela représente pour des pays aux ressources limitées, aux infrastructures fragiles, aux institutions encore jeunes. Il comprend tout ça. Et il le dit. Parce que Tikenja Fakoly n'est pas un idéaliste déconnecté des réalités. Il connaît l'Afrique de l'Ouest dans ses profondeurs, dans ses contradictions, dans ses douleurs. Il sait que les réponses simples n'existent pas. Il sait que gouverner en temps de crise sécuritaire est un exercice d'une difficulté extrême. Il sait que toutes les guerres sont sales. Il le dit lui-même, avec cette gravité tranquille qui caractérise les hommes qui ont beaucoup vu et beaucoup vécu. Toutes les guerres sont sales. Les guerres européennes l'ont été. Les guerres américaines l'ont été. Personne n'a les mains propres quand les armes parlent. Mais précisément parce que toutes les guerres sont sales, il faut des garde-fous. Il faut des limites. Il faut des voix qui rappellent, même dans le fracas des combats, même dans l'urgence des opérations militaires, même dans la pression d'une menace quotidienne, que les êtres humains ont des droits, que ces droits ne s'évaporent pas en temps de guerre.